écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue les amis sur Radio Ma'arif, podcast aujourd'hui consacré à un roman. Il n'y a pas que des historiens qui parlent de l'histoire, ça peut être des romanciers aussi. Ils nous aident beaucoup. Alors on voudrait parler d'un roman qui s'appelle L'exilé de Mogador, qui est consacré en gros à la guerre du Rif et un de ses personnages, pas très connu mais passionnant, surtout quand il est raconté par la plume de l'auteur qu'on accueille aujourd'hui, le docteur Mohamed Lashkar. Bienvenue docteur. Merci pour l'accueil, très heureux d'être parmi vous ce soir. Et si vous êtes docteur, je précise tout de suite, c'est que vous êtes un docteur en médecine, vous êtes un chirurgien. Je suis chirurgien, je suis de formation médicale et chirurgien. Ça fait 41 ans que j'exerce ma profession de chirurgien. Et vous écrivez des romans historiques. Le dernier en date, celui qui a fait que on a décidé de vous inviter, s'appelle L'exilé de Mogador. Et il raconte l'épopée, il n'y a pas d'autre façon de le dire, d'un personnage étonnant qui s'appelle Haddou Ben Hammou L'Khal, qui a été partie prenante en première ligne dans la guerre du Rif. On reviendra là-dessus. Mais je voudrais déjà vous demander un peu pourquoi vous écrivez des romans historiques. Est-ce que c'est un besoin? Est-ce que c'est une passion? Est-ce que c'est une envie? Alors, en fait, j'ai commencé à écrire il y a exactement 12 ans. C'était juste quelques mois avant que je n'atteigne mes 60 ans. Donc c'est à ce moment exactement que j'ai commencé à écrire. C'était une façon de me préparer à la pré-retraite, bien qu'en médecine on ne part jamais en retraite. Mais à 60 ans, donc on atteint un certain âge et on a envie de faire un petit peu son bilan. Bilan pour soi-même et bilan pour nos enfants et nos petits-enfants. Donc essayer de quoi leur laisser. Et puis j'avais fait beaucoup d'humanitaire. J'ai fait beaucoup d'humanitaire et beaucoup de culturel, des ciné-clubs, des associations des droits de l'homme, mais surtout j'ai fait beaucoup d'humanitaire avec ma femme. Et donc à 60 ans, donc j'ai senti une sorte d'obligation d'écrire. Et alors, j'avais vécu une expérience un peu dure, difficile durant ma jeunesse. C'est-à-dire quand j'étais étudiant à la faculté de médecine, j'ai eu le malheur d'être arrêté 2 ans après l'arrivée donc à la faculté de médecine. Et de me retrouver donc dans un calvaire que j'ai pu surmonter donc avec quelques difficultés, mais qu'après ma libération, j'ai repris mes études et j'avais le choix de ne pas en parler pour des raisons multiples. D'ailleurs, je l'explique un petit peu dans le livre. Et donc à 60 ans, je gardais ce secret pour moi et je voulais en parler d'abord à mes enfants et à mes petits-enfants parce qu'ils voient que j'ai eu un parcours très atypique. Et donc, j'ai pris le temps qu'il faut. Ça a duré à peu près 1 an. Et j'ai pu écrire... C'est votre premier livre? C'est mon premier livre qui s'appelle Courbis, mon chemin vers la vérité et le pardon. Alors, c'est une sorte de témoignage. On a compris la démarche de l'écriture de votre premier roman. Je voudrais préciser qu'il y en a eu d'autres. Et puis, il y a eu ce dernier pour lequel on vous a invité, qui s'appelle L'exilé de Mogador et qui s'inscrit très clairement dans une grande histoire, celle de la guerre du Rif. Mais vous racontez cette grande histoire via une petite histoire, celle d'un personnage. Et vous avez fait le choix, en plus, de raconter cette aventure à la première personne du singulier, donc comme si c'était vous. Donc on peut lire les aventures de ce Qaïd. Alors quand je dis Qaïd, c'est ce Haddou Ben Hammou a été adjoint du ministre des Affaires étrangères. Il a été dans le gouvernement de cette fameuse république de Abdel Mertabi, et vous racontez ce personnage-là. Vous racontez son parcours, ses choix, ses hésitations, ses faiblesses, ses défauts, son exil finalement à Mogador, donc voilà. Et donc moi, ce qui m'intéresse dans votre démarche, quel énorme travail ça implique en termes de recherche pour fabriquer un récit qui rentre dans des événements qui sont connus, mais qui sont aussi des récits personnels d'un bonhomme que vous avez dû quasiment reconstituer. Alors quelle est la part du travail dans tout ça ? Oui, effectivement. Quand je me suis décidé de travailler sur la guerre du Rif, c'est exactement la même méthode qu'avec les autres livres. Je devais réconcilier 2 choses. Les faits historiques, réels, vérifiés, connus, sur lesquels il n'y a aucun doute, et en même temps, le défi littéraire. Alors, pour commencer par le premier défi, le choix de Qaïd Haddou par rapport à
On est tous habités, les gens de la région sont tous habités par cette histoire de la guerre du Rif, et je crois que le monde entier est intéressé par cette guerre du Rif. Mais souvent, il se limite au héros, au personnage principal qui est Abdelkrim, Mohamed Ben Abdelkrim, Al-Khattabi. Et puis on oublie le reste. Rarement, vous trouverez donc, on cite le frère, qui était le second dans la hiérarchie, on en parle un peu. On parle de l'oncle, Abslem. C'est d'ailleurs le père du docteur Omar Al-Khattabi à qui je dédicace le livre. Je ne sais pas si vous avez vu dans la première page au docteur Abslem. C'est un grand ami et c'est son père Abslem. Abslem, c'est l'oncle de Abdelkrim. Et puis il y a les autres. Vous avez Azar Khan qui était ministre des Affaires étrangères. Vous avez Boujibar qui s'occupait de... Et puis, soudain apparaît ce Haddo el-Khal. Et en plus, il a la particularité de ne pas être de sa tribu, ni de sa famille proche de Abdelkrim. Parce que tous les autres, il appartenait à la tribu de Bni Ouriaghel et en particulier à la tribu de Abdelkrim. Alors lui, on va dire sa tribu, lui c'était un Préwa. Oui, mais c'est ce que je vous disais, c'est que Haddo n'est pas des Bni Ouriaghel. Il n'est pas de la tribu ni de la famille de Abdelkrim. Parce qu'Abdelkrim s'était entouré. Et c'était comme ça que ça s'est... On a beaucoup de choses à dire sur ce sujet. Si vous voulez, ensuite, je vous l'expliquerai. Comment ça se fait que l'entourage n'est constitué que par les membres de la famille et des proches. Mais Haddo, on en parle de temps en temps. Parfois à travers certaines lettres qu'il avait envoyées à Abdelkrim. On en parle quand il est parti en voyage à Paris avec Azar Khan, qui était ministre des Affaires étrangères. On en parle aussi dans ses relations avec Gabrieli, qui était le contrôleur à Taourid. Et puis surtout, on en parle durant à peu près 1 mois, 2 mois, 3 mois, de la fin de la guerre, pendant les négociations de Oujda. Et alors, ceux qui en parlent, il y a 2 références historiques qui parlent un peu de Haddo. Il y a Gabrieli lui-même. D'ailleurs, je vous expliquerai comment j'ai fait cette acrobatie littéraire pour pouvoir introduire Haddo dans le roman. Après la rencontre avec Gabrieli à Mogador, il y a Gabrieli qui avait laissé ses mémoires. Et d'ailleurs, j'en parle un petit peu c'est ce qui explique ma démarche. C'est que j'invente cette rencontre. Il y a eu une rencontre à Souir entre les deux, mais dans un autre contexte. Alors, j'invente cette rencontre entre Qaïd Haddo et Gabrieli à la fin de leur vie. Ils vont mourir à la même année, en 1950. Donc la rencontre dont vous parlez là, juste pour que les gens qui n'ont pas lu encore le livre, je le conseille, ce livre, il faut le lire. C'est une rencontre qui se passe au moment de l'exil du Qaïd Haddo à Mogador, après sa détention, après la fin... En 1948. C'est une sorte de bilan. Ouais, c'est une sorte de bilan des deux. En 1948, donc, ils se rencontrent. Et à la fin de la discussion, Gabrieli lui dit « Écoute, on va se revoir la prochaine fois. » Parce qu'il savait que Haddo, il aimait la belle vie, donc il aimait le vin, les femmes. Même à Souira, il continuait à vivre le même train de vie. Bien que il n'avait plus les moyens. Et Gabrieli lui souffle. Quand je reviendrai te voir la prochaine fois, je viendrai avec les notes que je vais publier. Et d'ailleurs, le livre de Gabrieli va être publié en 1953. Et il ajoute qu'il est beaucoup question de toi dans le livre. Ça, si vous voulez, c'est la première référence. Et Haddo... Ça, c'est votre source, ce livre. Oui, pas tout à fait, parce que ce qu'il décrit là-bas, donc ce qu'il décrit là-bas ne correspond pas tout à fait là. C'est le regard de l'autre. C'est différent. C'est le contrôleur qui a un regard sur Haddo, et puis sur tous les Rifa et tous les Marocains. C'est un regard qui ne correspond pas. Donc moi, c'est le regard intérieur. C'est ça la différence dans ma démarche. Vous voulez donc ce que j'écris par rapport... Mais c'est ce qui en fait l'intérêt, justement, c'est d'avoir Haddo qui parle avec ses références, ses hésitations, et vous en faites un personnage très très humain. On a l'habitude très souvent, quand on s'intéresse à l'histoire, quand on empile comme ça les dates et les faits historiques, on a l'impression que les gens sont deviennent quasiment surnaturels à force d'être déshumanisés. Alors ce qui le rend humain à lui, c'est justement les défauts que vous avez cités. C'est quelqu'un qui aime aller dans les bars, qui aime les femmes, qui aime la belle vie, qui ne rejoint pas tout de suite le combat de Abdelkrim, qui est un peu contrebandier d'ailleurs, il a des problèmes avec la justice, qui est installé en Algérie française, et qui hésite beaucoup avant de rejoindre le combat de Abdelkrim. C'est pas quelqu'un qui, dès les premiers coups de fusil, prend son fusil et va rejoindre la lutte. Non, il est là, il préserve ses intérêts, il réfléchit, et il se retrouve dans cette grande histoire. Comment vous avez fabriqué ce profil psychologique? Est-ce que vous avez des sources? Mais il y a un deuxième livre qui est écrit par un journaliste, Fontaine, un journaliste français qui vivait à Oujda et qui était ami avec Qaïd Haddo. Alors, disons que tous les historiens qui ont cité Qaïd Haddo
on citait les deux références dont je vous ai parlé. Le livre de Gabrieli. Alors moi, je suis parti plus loin. Donc j'ai fouillé, et j'ai trouvé des références. Et puis, j'ai utilisé beaucoup la presse française de l'époque. On en parle beaucoup. Et puis, Haddo, quand il vivait à Porceil, son ami d'enfance, et puis son ami aussi de combat, Daniel Bournazé, il avait son propre journal, qui s'appelle le Melouia. Et puis, vous l'avez trouvé? Oui. Et puis, il était correspondant pour d'autres journaux français, et notamment l'Illustration. C'est un grand journal de l'époque, avec un tirage de 400 000. C'est un journal de soir, centre-gauche, l'Illustration, qui n'existe plus aujourd'hui, et qui avait un tirage de 400 000. Donc, exemple. Et puis, il y a le journal. Le journal, c'est comme celui qui y avait au Maroc dans le temps. Le journal, dont le rédacteur en chef et le directeur étaient intéressés par les richesses minières du sol rifin, et qui étaient donc introduits dans le Rif. Et c'est d'ailleurs ces deux personnages, le rédacteur en chef du journal et son propriétaire, qui avaient en quelque sorte organisé le voyage de Haddo, de Daniel lui-même et de Azar Khan, qui était ministre des Affaires étrangères. C'est le voyage qu'ils avaient fait. Et puis, autre chose, je suis parti à Souera. Et donc là, c'était ma grande découverte, parce que sur cette partie de la vie de l'exil de Qaïta, il n'y a presque rien d'écrit. Presque rien, sauf cette fameuse rencontre entre lui et Gabrieli. Et là, je découvre que ça n'a rien à voir avec ce qui a été écrit, que quand même c'était un personnage qui était arrivé, qui était très respecté. Les autorités coloniales françaises ont continué à avoir peur de lui, à le surveiller, à interdire aux citoyens, donc aux habitants de Souera, donc de se mêler à lui. Et je découvre, à travers un bouquiniste, qui avait un livre qui s'appelait Smara, qui avait été écrit par un jeune Français vieux change, qui avait fait le voyage de Mogador à Smara, grâce à Haddo, c'est lui qui l'avait accueilli avec son frère qui était médecin, et qui avait organisé tout le voyage. Donc je découvre un personnage, Qaïd Haddo quand même, qui était très respecté, qui a continué à avoir ses relations avec Oran, où il avait ses biens, et que, effectivement, à la fin, donc, il s'est retrouvé dans une situation, disons, sur le plan matériel très délicate. J'ai retrouvé quelques membres de sa famille, que je n'ai pas envie de citer parce qu'eux-mêmes, ils veulent garder l'anonymat. Et surtout, j'ai vu comment il a terminé, donc, ces derniers jours, et comment il était enterré dans le secret. Ça, c'est des sources très sûres qui m'ont raconté ça. C'est le petit-fils, donc, de la personne qui avait. Voilà. Donc, pour moi, c'était une sorte de quête et d'enquête sur ce personnage. Ensuite, bien sûr, pour recomposer toutes ces petites histoires, j'ai essayé de créer cette première partie du livre où c'est presque moi qui parle. Comment il a décidé donc de se mettre à écrire, et puis comment l'écriture a pu le sauver. Et immédiatement après, donc c'est le grand roman de Qaïd Haddo depuis son enfance, la fuite de sa famille avec son oncle en Algérie, etc. Et donc j'ai essayé de respecter, si vous voulez, la chronologie. Et puis d'en faire effectivement le personnage que je me suis imaginé moi-même, parce que j'ai ma liberté, c'est ça le plus important à souligner par rapport à ceux qui s'intéressent à l'écriture de l'histoire et à la comparer avec la littérature. Le romancier, je crois qu'il va plus loin. Donc il passe du local et d'un événement, des petites histoires pour écrire la grande histoire, mais tout en prenant sa liberté. Il est épris, donc, effectivement, de beaucoup d'humanité, il partage beaucoup, il n'est pas obligé d'être objectif. Je le dis dans mes livres, je ne suis pas historien et je ne suis pas censé être objectif. Je vais quand même résumer le parcours de ce bonhomme. Hein. C'est un Bréwa, donc c'est une tribu plutôt beaucoup adonnée à la piraterie et à la contrebande. Absolument. Et qui a été un peu puni par Moulay Abdelaziz, si je ne me trompe pas. Exactement. Qui les a chassés. Enfin, en tout cas, lui, il s'est sauvé vers l'Algérie française. Il y avait déjà une première hamla, ce qu'on appelle hamla, en 1886. Hamla de Bradadi, le fameux Bradadi. Et donc, Bradadi est arrivé avec son armée et s'est installé à Zaouia. Donc, il avait fait la razzia dans la tribu de Bréwa. Quelques mois après, il y avait un deuxième problème avec un bateau étranger. Donc, les Bréouis, donc surtout ceux qui sont près de la côte, c'est le cas de la famille, ils ont appris qu'il y aurait une deuxième hamla.
Donc plutôt que de rester et de subir encore une fois la razzia des soldats du sultan, ils étaient obligés de fuir en Algérie. Bon, l'Algérie, il faut dire que les Rifains, d'une façon générale, depuis la colonisation de l'Algérie, ils partaient souvent travailler dans les fermes des colons et puis revenir. Il y avait donc cette relation. Ils avaient beaucoup de contacts avec les colons et notamment à la frontière algérienne. Il y avait aussi donc ce monsieur Bournassé, qui pour la petite histoire, c'est le monsieur qui a construit la ville qui se trouve à la frontière donc maroco-algérienne, de l'autre côté de Seydia. Cette ville, je ne sais pas aujourd'hui comment on l'appelle en Algérie, mais dans le temps, ça s'appelait Porcey. Et c'est ce monsieur qui l'avait construite. Donc, il accueillait les gens qui partaient. Et puis, donc, les gens travaillaient dans la pêche, comme ils avaient l'habitude. Ils travaillaient aussi dans la contrebande. Ils travaillaient aussi dans la piraterie. Ils travaillaient dans le commerce. Donc, il y avait une communauté très importante dans la région, ce qui fait que les migrants qui partaient, ils étaient toujours bien accueillis. D'accord. Donc là-bas, effectivement, il se fait sa place, un petit peu de trafiquant quand même. Et il gagne de l'argent. Il gagne de l'argent, si j'ai bien compris. Il est plutôt doué pour le trafic. Et il loupe en fait la première partie de la révolte de Abdelkrim, qui se déroule loin de lui et sans qu'il y par rapport à ça c'est des faits historiques réels. C'est que son oncle, parce que Haddo, quand il est parti en Algérie, il était parti avec son oncle Allouche. Exactement. Allouche, c'était un notable donc de la tribu de Bakéwa. Donc Allouche, l'oncle de Haddo, est revenu bien avant que commence la guerre du Rif. Haddo avait continué à vivre, à mener sa vie, donc complètement à côté, donc il était dans les casinos, de temps en temps il pouvait se permettre donc un smoking, fumer un cigare, puis de temps en temps se retrouver en prison parce que pour une affaire ou une autre. Et en 1921, et en particulier donc après la grande bataille d'Anouar et la victoire de Abdelkrim, donc grâce à cette bataille, donc a grandi et ses ambitions aussi. Donc il commençait à croire que effectivement que ça pouvait aller encore plus loin parce qu'avant, disons que l'ambition d'Abdelkrim était très modeste. Il ne demandait à l'Espagne que de trouver un compromis, donc que bon les Rifains ont droit à vivre donc dans la paix, mais après la bataille de Noël, donc les ambitions de Abdelkrim donc ont grandi. Allouche, l'oncle de Haddo, était dans l'entourage, était parmi les grandes personnalités dans l'entourage de Abdelkrim. Et on avait pensé à Haddo pour pouvoir bénéficier de ses relations avec les Français. Haddo avait beaucoup de relations avec donc un puissant lobby, si vous voulez, dans la région, un lobby français, qui avait à son tour un regard différent sur le Rif. Il voulait bien que le Rif revienne à la France plutôt qu'à l'Espagne. Et bien justement, c'est à ce moment-là qu'on découvre dans votre roman qu'il y a une véritable campagne médiatique française pro-Abdelkrim, après cette bataille d'Anouar. Il y a même eu un marketing, j'ai envie de dire. Quand on parle de République du Rif, aujourd'hui le terme est très présent dans les médias ou Internet, c'est un terme qui a été inventé par la France. En tout cas, d'après ce que vous racontez dans le roman, oui, mais pas par la France. Moi, je l'ai expliqué, là. C'est dans la lettre qu'avait envoyé. Pour la première fois va apparaître ce nominatif de la République. C'est dans la lettre qu'avait envoyé Daniel à Abdelkrim. Et c'était un choix, disons, auquel sont arrivés Haddo et Daniel. Donc, ils sont arrivés. En disant, ça va mieux passer auprès de l'opinion publique française. Auprès de l'intelligentsia française, auprès d'une certaine gauche, pour, effectivement, eux qui avaient... Pour marketer le combat. Oui, marketing, mais aussi par rapport au système politique qui était dans la région, le Makhzen et tout ça. Donc, ils voulaient donner donc une autre image. Une modernité. Et puis, Abdelkrim était très moderne à l'époque par rapport au reste. Abdelkrim avait fait ses études à Fès, mais il était parti travailler à Melilla comme journaliste. Il a travaillé comme enseignant. Puis son frère était parti en Espagne pour faire des études d'ingénieur. Et ils avaient l'île d'Oncor, je ne sais pas si vous avez fait la région, vous avez l'île d'Oncor qui est en face, à 1,5 km de la côte. Pourquoi j'insiste encore une fois, c'est que la relation du Rif avec le monde étranger est très particulière. Depuis la nuit des temps, cette côte méditerranéenne était en contact avec le monde extérieur, avec les Phéniciens, avec les Arabes, avec l'Andalousie, avec... Donc Haddo en fait rejoint entre guillemets le gouvernement d'Abdelkrim après la bataille d'Anouar et il est plus ou moins responsable des relations avec la France, c'est bien ça ? Oui,
Et il va quasiment faire une sorte de diplomatie / espionnage, des missions un peu secrètes. C'est un personnage romanesque, hein, avec ce côté également très jouisseur que vous décrivez très bien. Et moi, je voudrais en venir à une scène qui est vraiment le cœur pour moi du bouquin. Ça se passe page 166, c'est la rencontre avec Lyautey. Ah oui, voilà. Oh là là. La rencontre avec Lyautey. Alors moi, la question que je vais vous poser, déjà, c'est en termes de technique d'écriture. C'est très difficile de faire parler comme ça des personnages qui ont existé. Sur quoi vous avez basé cette scène? Sur des archives, des sentiments? Parce que, alors la phrase clé, hein, je vais quand même la dire. J'aime bien les Rifains, c'est Lyautey. Ah oui. J'aime bien les Rifains tels qu'ils sont, courageux, intelligents, mais j'ai peur qu'ils ne deviennent trop grands. Je ne veux pas qu'ils perdent la tête. Quant à votre émir, je crois que ce n'est qu'un despote oriental qui se fait passer pour réformateur afin de leurrer les bonnes âmes des communistes. Alors avant de vous laisser répondre, je voudrais préciser justement que c'est une phrase qui résume très bien la pensée de Lyautey. J'aimais bien les Rifains, j'ai peur qu'ils deviennent trop grands. C'est-à-dire dans un premier temps, la France soutient la révolte de Abdelkrim parce que tout ce qui embête les Espagnols les arrange. Et quand ils comprennent qu'en fait, finalement, ils sont un peu dans le même bateau que les Espagnols, là, il y a un changement de politique. Voilà, et c'est bien la phrase qui est résumée. J'aime bien les Rifains, mais j'ai peur qu'ils deviennent trop grands. Je ne veux pas qu'ils perdent la tête. C'est-à-dire qu'il y a un changement. La France pousse. Au début, ça l'a fait. Tout ce qui dérange l'Espagne l'arrange. Et puis à un moment, quand le gouvernement d'Abdelkrim demande à reconnaître des frontières quasiment, ils comprennent que ça ne peut être qu'une première étape et que la décolonisation qu'a en tête Abdelkrim implique de fait remet en cause également le statut de la France. Comment vous avez écrit cette scène? Alors, par rapport au fait historique, d'abord, c'est important de le... Alors, la phrase que vous aviez citée, vraiment, je tiens à vous tirer le chapeau, parce que c'est la seule phrase que répètent tous les historiens quand ils veulent parler de la rencontre entre Lyautey et Haddou. Donc elle existe. Ça, c'est la seule phrase. D'ailleurs, quand dit... Elle existe. Oui, d'ailleurs, moi je cite un petit peu ce qu'écrivent les historiens. D'ailleurs, c'est Haddou qui avait dit Lyautey, le jour où il a été le voir, que j'aime bien les Rifains, mais je n'aime pas quand ils grandissent trop. Ça, vous le trouverez dans tous les livres. Bon, bah très bien. Donc elle existe. Et puis... Mais la scène, elle est longue, hein. La scène se limite pas à cette phrase. Hein, moi, j'ai travaillé beaucoup la personnalité. Je travaille beaucoup le côté psychologique des personnes. J'ai lu beaucoup sur Lyautey avant d'écrire ça. Si vous voulez le dialogue, il y a eu cette rencontre à Rabat. Abdelkrim a tenu d'envoyer donc Haddou comme émissaire. Donc il a été d'abord à Taourir, il a été à Fès, il a été chez Lyautey, et puis il a essayé d'aller voir le sultan. Moulay Youssef. Moulay Youssef. C'était à l'initiative de Haddou, mais toujours avec l'accord donc, du chef, Abdelkrim. Et donc, cette rencontre, moi, si vous voulez, je résume un petit peu l'esprit colonialiste français, disons ceux qui parlent du colonialisme utile. Et je dis, voilà l'esprit donc de Lyautey lui-même. Donc c'est le sommet de ce regard, de cette vision du colonialisme utile. On va essayer de faire sortir les gens de... Donc on aime bien qu'ils soient des petits bougnols, qu'ils soient soumis, mais qu'ils ne deviennent pas aussi importants. Oui, c'est le bon sauvage. Oui. Effectivement, c'est un dialogue très très compliqué, mais j'ai essayé d'apporter ma touche. Effectivement, c'est une touche très personnelle. La rencontre a eu effectivement lieu à Rabat, au siège du résident. On en est sorti sans grand résultat. Et d'ailleurs, cette rencontre avec Lyautey, je ne sais pas si vous avez bien suivi au début du livre, il était même question que Abdelkrim lui-même allait rencontrer Lyautey. Abdelkrim était prêt à aller rencontrer Lyautey sur Oued Melouia, ou là où il veut, dans une lettre adressée par Abdelkrim aux autorités françaises, où il se dit qu'il était prêt. Et on s'est rendu compte que Abdelkrim avait envoyé son ministre des Affaires étrangères avec Haddou, et Lyautey était malade. Et d'ailleurs, même leur départ en France, leur départ à Paris, c'était un peu aller à la recherche du Chibani. Abdelkrim appelait Lyautey Chibani, donc pour la couleur de ses cheveux gris. Et donc j'ai essayé d'en faire donc une scène avec cet échange entre deux mondes différents, entre deux regards différents, mais Haddou en fait ne représentait pas le profil purement rifin, montagnard. Il faisait d'ailleurs lui-même beaucoup de reproches aux ministres, et en particulier aux ministres des Affaires étrangères. C'était presque des gens ignorants, à peine avoir fait avoir appris le Coran, etc. Alors que lui, il parlait l'espagnol et le français très correctement, il savait écrire et lire, même s'il n'avait pas fait beaucoup d'études. Au point que, pendant les négociations de Oujda, il avait fait énormément de conférences de presse directement, il n'avait pas besoin d'interprète.
Il y a des journalistes, moi j'ai lu dans des articles de presse de l'époque, on le prenait pour quelqu'un qui avait fait la Sorbonne. Alors que Haddo n'est pas sorti, donc disons qu'on n'avait fait que 2 ou 3 ans à Oran. Et je veux basculer justement vers Abdelkrim, qui est loin justement d'être un ignorant, on le sait quand on s'y intéresse, mais qui est aussi victime de cette unique photo qui le réduit à un rôle comme ça de rebelle un peu farouche. On garde uniquement le côté guerrier, sans le côté politique. La photo dont vous parlez sur Abdelkrim, c'est une photo qui a été prise par un journaliste français qui était venu chez Abdelkrim, un des premiers journalistes. Et il faut dire que Abdelkrim, c'est un érudit. Il avait reçu énormément de journalistes, des Anglais, des Américains, des Espagnols, des Français. Ils repartent la bouche ébahie parce que c'était quelqu'un. Et puis il y a eu cette fameuse rencontre d'ailleurs dont je parle avec beaucoup de détails et qui a été reprise donc par Gabrieli dans son livre. C'est la rencontre, c'est Gabrieli quand il vient dans le RIF. C'est le premier responsable. C'est le contrôleur civil de Taourit à l'époque. Et c'est le premier responsable français qui arrive jusqu'au RIF pour aller voir Abdelkrim, son état d'esprit, et puis éventuellement trouver un accord. Et ce voyage a été fait par... Mais il faut voir le rapport et comment Gabrieli décrit Abdelkrim. Son regard, son intelligence, sa façon de parler, et puis sa vision du monde. Il était très en avance par rapport à Abdelkrim. D'ailleurs, tout le monde le dit. Il est venu avant son temps. Lui-même, il avait dit, quand il était en exil au Caire, que par rapport à l'entourage, à ce regard vis-à-vis de l'étranger, Abdelkrim, il ne demandait qu'une chose, c'est d'être sur le même pied d'égalité que le reste de l'humanité. On a un très long podcast sur Abdelkrim Khattabi, les 4 vies de Abdelkrim Khattabi, la vie avant la révolte, l'exil à la Réunion, et ensuite le deuxième exil au Caire, où il passe d'un chef guerrier à un dirigeant, quasiment un dirigeant du tiers-monde, et une sorte de cerveau. Alors, mais ce qui est intéressant dans votre travail, c'est que vous l'humanisez aussi, c'est-à-dire que on sent un peu le personnage, au-delà de ces faits historiques connus, un personnage qui a aussi ses doutes, par exemple. Et vous mettez ça en scène dans le livre, quoi. Oui, on me l'a reproché beaucoup. Et donc, moi, je vous le reproche pas. Pas vous. Je vous Mais ceux qui sacralisent les personnes, qui en font des mythes. Abdelkrim, c'était un homme ordinaire. C'était quelqu'un donc des montagnes du Rif, canton de montagnard. Donc, au niveau du caractère, au niveau de comment il agissait, etc. Mais en même temps, c'était un héros, donc qui a eu c'était une coïncidence, la bataille d'Enwell, c'était une belle coïncidence. Ça, c'est dommage qu'on n'en a pas parlé beaucoup, donc au Maroc aujourd'hui, à l'occasion du centenaire d'Enwell, comme l'ont fait en France, en Espagne, etc. Je crois que le centenaire d'Enwell aurait pu être un moment de réflexion collective sur cette partie de notre histoire. Et puis en tant qu'humain, il vivait dans des conditions très modestes. J'ai expliqué un petit peu qu'il vivait dans des conditions très difficiles. J'ai parlé de la situation sanitaire. C'était vraiment une honte pour cet Occident qui bombardait avec des gaz toxiques, avec une aviation venue de tous les coins du monde. Et puis c'était des gens démunis, les Rifins. À un moment, on avait isolé, donc l'Espagne l'avait isolé du côté nord. La France l'avait isolé du côté sud et est, restait Tanger, où, à travers les musulmans anglais d'Angleterre et puis d'Égypte et d'Inde en particulier, quelques secours arrivaient, un peu d'argent arrivait. Bien sûr, il y avait de l'argent en échange, il avait reçu beaucoup d'argent en échange des prisonniers espagnols. Et puis, dans le Rif, l'agriculture, ceux qui connaissent la région, ils savent que les gens vivent dans des conditions très, très difficiles. Mais malgré ça, ils ont pu faire la résistance. Ils n'ont pas eu le temps de réfléchir. Imaginez pendant 6 ans, enfermés de part et d'autre, et vous faites la guerre à 2 grandes puissances. C'est incroyable. Mais justement, ce genre de propos que vous tenez, vous les mettez aussi dans la bouche de Qaïd Haddo, qui prend un malin plaisir. Alors, je ne sais pas si c'est un anachronisme, si c'est un plaisir que vous vous offrez à vous en 2020, ou si c'est possible dans sa bouche en 1920, enfin à peu près, vous aimez beaucoup lui faire dire des choses qui mettent les Européens devant leurs contradictions.
Voilà. Et avoir un discours véritablement anticolonial sur la dignité, sur qui est l'agresseur, sur qui est l'occupant, sur qui est le méchant et le gentil, sur qui est le sauvage, qui est le barbare. Très souvent, le Qaïd Haddo, avec sa gilaba comme ça un peu frustre, balance des punchlines qui remettent l'arrogance européenne par terre. Et alors ça, je sais pas si c'est vous aujourd'hui ou si c'est véritablement une conscience qui était animée à l'époque dans la tête de ces héros. Mais écoutez, Les héros de ce livre, mais il faut lire les déclarations d'Abdelkrim, les lettres qu'il a envoyées par exemple à la Société des Nations qui à l'époque correspondait à l'ONU actuelle et qui était en Suisse. L'ancêtre de l'ONU. Ouais, ouais. Il faut lire ces lettres. Et puis il faut lire l'appel qu'il avait fait à l'opinion publique américaine à travers le journaliste américain Sheehan qui était venu le voir. C'était quelqu'un qui croyait réellement en l'humain. Et il croyait effectivement en l'égalité des humains. Vous n'avez pas à venir chez nous pour nous coloniser. Vous n'avez aucune raison. Nous, on ne vous a pas demandé de venir nous aider. Donc, alors, ce qui est amusant, bien sûr, c'est le discours anticolonialiste avant l'heure, hein, parce que le vrai mouvement de décolonisation va commencer 20 ans plus tard, je pense en Inde, Pakistan, enfin, et ça va continuer. Je parle de la deuxième vague de la décolonisation, hein, je parle pas de la première vague d'Amérique du Sud qui date du siècle précédent, mais on avance sur son temps par rapport à ça, mais ce qui est aussi intéressant dans la démarche, c'est de présenter un personnage qui sait aussi lui-même qu'il a deux ennemis, vous l'avez dit, l'Espagne et la France, mais en même temps, dans sa tête, c'est très clair. Il préfère tout, sauf tomber entre les mains des Espagnols. D'ailleurs, il se livre à la France en exigeant de ne pas être livré à l'Espagne. Il y a ces deux ennemis, mais on sent qu'il y a un ennemi qui est beaucoup plus profond, qui date d'il y a très très longtemps, c'est l'Espagne, et avec qui ça va mal se passer, et à la France avec qui on peut discuter. Alors ça, c'est une chose que peut-être les Marocains ont perdu de vue, et je veux le rappeler parce que même moi, je le perds de vue, c'est que la France, les Marocains la découvrent au début du XXe siècle. Voilà, on n'a pas de rapport, enfin je veux dire, on n'a pas de friction, on a peut-être des échanges commerciaux et diplomatiques, mais c'est une puissance lointaine, comme l'Angleterre, comme les Pays-Bas, comme etc., etc. Mais l'Espagne, c'est l'ennemi intime depuis minimum Youssouf Mtsachfine, quoi. Donc on n'est pas du tout dans les mêmes rapports entre la France et le Maroc, et l'Espagne et le Maroc. Oui, effectivement, Abdelkrim connaissait bien l'Espagne et les Espagnols. Et la France, et l'IOT, et le gouvernement français hésitaient. Donc pendant de longs mois, ils ont hésité quelle attitude prendre vis-à-vis de ce Rogui, parce qu'ils croyaient qu'Abdelkrim c'était un Rogui de plus, et que peut-être, donc ça va s'arranger, ils se rendent compte qu'ils ont affaire à un personnage tout à fait différent quand ils ont vu comment il négocie avec les Espagnols, par exemple, la question des prisonniers. Il arrive à en tirer profit des situations très difficiles. Et puis avec la France, il ne demandait qu'une chose. D'ailleurs, c'est pourquoi Haddo avait joué un rôle très important à l'époque, c'est qu'on reconnaisse la frontière, donc la région qui lui revient, c'est-à-dire la région qui revenait au début à travers le traité du protectorat à l'Espagne. Quand ils ont partagé le Maroc, ils n'ont pas précisé donc les limites de la frontière entre le nord et le sud. Le Maroc ne signe rien avec l'Espagne d'ailleurs. Non, le Maroc ne signe rien avec l'Espagne. Pendant le protectorat, non, quand on s'était mis d'accord à partager le Maroc entre l'Espagne, c'est-à-dire que l'Espagne et la France n'avaient pas délimité leurs frontières, les frontières des zones occupées. Donc Abdelkrim voulait une chose, c'est que la France lui précise jusqu'où va la frontière qui lui revenait. Bien sûr que la France, mais Abdelkrim était intelligent. Le fait déjà qu'on puisse lui dire que la frontière qui te revient se limite donc à Ouaddoura par exemple, c'est une sorte de reconnaissance ipso facto de l'existence de la République du Rif. Ouais, c'est la grande demande de Abdelkrim, cette histoire de reconnaissance de frontières. Et l'IOT comprend, qui n'est pas non plus bête, comprend que c'est une autoroute vers la catastrophe pour la France, en fait. Et c'est à ce moment-là mais en plus, ils avaient peur quand ils ont vu, les Français, ils ont vu la mobilisation des tribus qui étaient donc à la limite des deux frontières, comment les gens se mobilisaient d'eux-mêmes et qui partaient donc pour sensibiliser les Marocains de l'autre côté. Bon, la France a commencé à avoir peur. Et puis, il faut reconnaître que de l'autre côté, Abdelkrim commençait à recevoir beaucoup de lettres de soutien. Et il y a eu beaucoup de gens qui étaient venus de Fès, les frères Tazi, il y a eu beaucoup de gens. Et puis, il y a même des Européens qui étaient donc venus pour le soutenir et pour aider la révolution. Donc, c'est un mouvement de renouveau que les Occidentaux ne veulent pas venir voir. Donc, ils préfèrent garder le statu quo, donc garder ces populations au stade préhistorique, si vous voulez,
Mais quand il voit Abdelkrim en train de... Dans le livre, c'est précisé. Donc, c'est un témoignage de l'infirmière, Mademoiselle Ponceau, qui était venue de Oujda pour soigner l'épouse de Azar Khan. Il a vu, donc il a témoigné de Vésu. Comment ils étaient organisés, les combattants, comment ils se cachaient quand il y avait des bombardements, et en même temps comment ils étaient solidaires, et puis la sécurité qu'il y avait. Même en pleine guerre, il y avait une sécurité totale, et puis toutes les infrastructures qui étaient en cours. Le téléphone qui fonctionnait d'un coin du Rif à l'autre, le téléphone marchait, puis il y avait des projets de chemin de fer, il y avait des projets de développement très importants, mais on n'a pas laissé le temps à Abdelkrim. La France a eu peur, bien sûr, pour le Maroc, et a eu peur aussi pour l'Algérie, pour le reste des colonies. Et puis, il a eu peur à ce que, je ne sais pas, un retour de la situation et puis cette domination de l'Occident sur le reste du monde sera mise en cause, remise en question. Eh ben, si vous voulez, on parle beaucoup de l'Occident et de son regard. Si vous voulez avoir un regard d'un Marocain, il s'appelle Mohamed Lachkar et il a écrit L'exilé de Mogador. Merci beaucoup, c'était passionnant et bravo pour ce travail. C'est un travail à la fois historique et romanesque qui nous rapproche d'une période, parce qu'on le dit, on le répète pour clôturer ce podcast, l'histoire est racontée, les images qu'on a en tête sont les images fabriquées également par des gens comme vous, des artistes, des créateurs, des gens qui sont pas, malgré, je diminue pas du tout la qualité historique de votre travail, puisqu'elle est, vous l'avez décrite, elle est immense, mais qui rajoute une dimension un peu romanesque, un souffle humain à ce qui, sans cela, n'est qu'une succession d'événements et d'événements politiques un peu désincarnés. En tout cas, vous avez donné corps à cette période très importante, ce billard à trois bandes entre la France, l'Espagne, le Rif, très très intéressante, le Merzen, quatrième acteur. Et moi, de mon côté, je tiens à vous remercier, c'est Adel. Vraiment, ça a été une surprise quand vous m'appelez ce matin. Disons qu'on peut parler de tous nos sujets d'histoire, sans tabou. Moi-même, je ne suis ni dans le ressenti. D'ailleurs, ça se lit dans tous mes livres. Je ne suis ni dans la rancune, ni dans le ressenti. Je donne à connaître et à comprendre, à partager ce rôle que je suis en train de jouer. Et c'est une contribution modeste, donc à connaître un petit peu notre histoire, écrire nous-mêmes notre histoire, et puis partir au dialogue, donc à la discussion avec les historiens. D'ailleurs, dans toutes mes présentations, j'invite à côté de moi donc des historiens et des hommes de lettres pour qu'il puisse y avoir une discussion s'il y a des erreurs dans mon livre, s'il y a des rectifications, s'il y a des tas. Et je crois que l'école a donné raison à la littérature parce que c'est à travers Victor Hugo, c'est à travers Tchekhov qu'on connaît l'histoire des grands pays. Et puis je crois que... Tchekhov, un autre médecin et écrivain, la boucle est bouclée. Merci beaucoup, c'est Mohamed, c'était un plaisir. Merci à vous et puis j'espère qu'on pourra revenir plus tard. Avec plaisir, restez connectés à Radio Ma'arif et à la semaine prochaine pour des nouveaux podcasts. Merci les amis. Le podcast Histoire est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.